Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le maître mot qui domine chez les économistes convaincus que les États-Unis seront les premiers perdants de cette guerre commerciale, c'est le mot stagflation. Stagflation, est-ce que c'est le risque en effet de la situation dans laquelle on est ? Absolument, même une récession. Stagflation, ça voudrait dire une croissance nulle et de l'inflation. La récession est maintenant parmi les scénarios envisagés pour les États-Unis. Gilles Mouek était dans la tribune dimanche, j'ai oublié de le noter, je ne me trompe pas, c'est bien AXA, je crois, c'est le chef économiste d'AXA, Gilles Mouek, si mon souvenir est bon, j'espère que je ne dis pas une bêtise. Il parle d'une récession américaine qui va se propager à toutes les économies et évidemment d'abord les pays manufacturiers exportateurs. En Europe, c'est bien sûr l'Allemagne en tête. Et alors, il y a eu cette sortie d'un analyste hyper célèbre aux États-Unis, spécialiste de la tech, qui s'appelle Dan Ives. Et alors, l'expert est totalement connu pour son optimisme forcené. Et voilà ce qu'il a dit vendredi. Il a évoqué l'apocalypse économique des droits de douane. Il a évoqué une tempête que les Américains ne soupçonnent pas. Il redoute la pire crise pour le secteur de la tech. Et pour lui, l'idée de ramener les États-Unis à l'ère industrielle des années 80, c'est le signe d'un Armageddon économique. Venant d'un personnage comme celui-là, c'est pas le discours qu'on a l'habitude d'entendre. Donc on va pas se voiler la face, il se passe quelque chose. Quand on déclenche la guerre commerciale la plus violente depuis un siècle, il se passe quelque chose. Et il explique qu'un iPhone qui serait désormais fabriqué sur le sol américain, eh bien, il coûtait 3 500 $ alors qu'il vaut 1 000 $ aujourd'hui. Probablement, il aura du mal à trouver des clients. Et après, il souligne que c'est vrai, il faut plusieurs années si on veut. Imaginons qu'on veut relocaliser de la production sur le sol américain, y compris de la production milieu de gamme qui, depuis des années, est partie au fin fond de l'Asie. Vous ne mettez pas en place un outil industriel en seulement quelques semaines. Il faut du temps pour construire des usines. Et puis après, quand vous avez des usines de production, il faut des compétences pour faire tourner ces usines de production. Et ces compétences, aujourd'hui, ont disparu du sol américain. Donc le risque, effectivement, qu'il y ait une stagflation existe réellement. Tout le monde s'accorde à dire que la première victime de la guerre commerciale sera l'Amérique elle-même, ce seront les États-Unis. Et c'est vrai que ça peut mettre la Réserve fédérale dans une position un peu écartelée, avec d'un côté finalement une activité qui bredouille, voire une récession, et de l'autre de l'inflation. Sauf que vous ne pouvez pas baisser et monter vos taux en même temps. Donc il faut faire un choix entre l'activité économique et le risque d'inflation. Alors on faisait remarquer ce matin dans l'émission entre 9h et 10h que potentiellement ce choc d'inflation, c'était une marche à franchir, mais ce n'était pas forcément de l'inflation, vous savez, avec effet de second tour, qui justifierait un durcissement de politique monétaire pour l'enrayer. Et à l'inverse, on peut imaginer que la Banque Centrale Européenne fasse plutôt le choix de soutenir l'activité. Un certain Donald Trump ne s'embarrasse pas avec l'indépendance de la Fed, puisqu'il a écrit au président de la Fed en lui disant « Jérôme, baisse les taux ». Maintenant, encore une fois, là, on en est quoi, à la 3e ou 4e journée de dévissage boursier sévère, mais la messe n'est pas dite. Il y a des négociations tous azimuts entre les États-Unis et d'autres pays. Et il y a plusieurs faisceaux qui peuvent laisser imaginer que ces négociations aboutissent assez rapidement avec le reste du monde. Peut-être d'ailleurs dans les heures qui viennent, peut-être d'ici mercredi prochain, 9 avril. Vous avez le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui a indiqué à Éric Lombard sa volonté de baisser les tarifs. Vous avez Elon Musk, alors il n'est pas au gouvernement Elon Musk, mais Elon Musk, il a dit que son objectif c'était d'arriver à des tarifs douaniers égales 0 avec l'Europe. Bon, je pense qu'il pense surtout à son business, plus qu'à la guerre commerciale voulue par Donald Trump. Vous avez le FT qui parle ce week-end de droits de douane pour la France, par exemple, qui pourrait se renégocier aux alentours de 14%. Certaines banques françaises ont fait des estimations en disant qu'on pourrait même imaginer tomber à 12%. On a un peu l'impression qu'il y a un tarif minimum à Washington, c'est 10. Ouais. Mais enfin, si on revient de 20 à 10, c'est quand même pas la même donne. Vous avez vu d'ailleurs que sur Saint-Pierre-et-Miquelon, on est revenu de 50 à 10. Comme quoi, bon, tout est possible. Et puis, Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison-Blanche, évoque lui le fait qu'il y a 50 bilatérales actuellement en discussion entre les États-Unis et des quantités de nations. Enfin, vous avez des nations comme le Vietnam, si on leur laisse leurs 40 et quelques %, ils sont finis. Donc, il faut bien trouver une solution. Et puis, Benjamin Netanyahou, ça n'est pas pour rien qu'il fait une visite éclair à Washington aujourd'hui. C'est beaucoup plus pour parler business, commerce que pour parler relations israélo-arabe au Proche-Orient. Et vous avez les ministres européens du commerce extérieur des 27, donc, qui se réunissent à Luxembourg aujourd'hui pour essayer de voir un petit peu comment l'Europe va se positionner. Tout ça est hyper mouvant. Il est fort possible que cette espèce de
petit début de panique boursier soit totalement inversé si les nouvelles qui nous arrivaient dans les 2-3 jours étaient des nouvelles rassurantes sur le fait qu'on n'enterre pas la hache de guerre, mais enfin qu'on a sacrément émoussé le côté tranchant de la hache. Et Nicolas, vous avez fait une revue de presse ce week-end, comme habituellement. Donc vous avez non seulement lu attentivement Gilles Mouek, chef économiste d'AXA, C'est bien ça. La Tribune, Voilà. mais également François Bayrou, chez nos confrères du Parisien aujourd'hui. Oui, alors je suis un peu dur avec la façon dont François Bayrou explique les choses. Bon, il utilise un terrain anxiogène dans le choix des mots. Alors, un tremblement de terre, une décision gravissime en parlant de Donald Trump, une crise planétaire. Il chiffre à 0,5% de PIB la perte d'activité pour la France liée à la guerre commerciale cette année. Et il parle d'un risque de perte d'emploi majeur. Quand j'ai vu ça, et alors derrière, il nous explique, si vous voulez, que on veut tenir les 3% de déficit en 2029, mais ma bonne dame, il y a une nouvelle crise. On n'y arrivera peut-être pas. Et j'ai eu l'impression, si vous voulez, parce que c'est un peu l'habitude de la France, que tous les événements extérieurs ont bon dos, quoi. La guerre commerciale a bon dos pour dire que soudainement la France n'est plus capable de réaliser ses grandes promesses budgétaires, ses grands efforts budgétaires et ses réductions de déficit. Alors que objectivement la guerre commerciale n'explique pas notre record de dépenses publiques, la guerre commerciale n'explique pas notre record de prélèvements obligatoires que nous n'arrivons pas à transformer année après année. La guerre commerciale n'explique pas tous les défauts de la compétitivité de l'économie française. J'ai trouvé que la guerre commerciale avait bon dos pour nous expliquer qu'une fois de plus, encore une fois, on n'allait pas être en mesure de tenir nos promesses. Alors j'avais un discours, enfin j'avais une vision un peu peut-être simpliste, et François Ekal de FIPECO ce matin a voulu essayer de remettre les choses sur le terrain plus technique, et il dit la bonne attitude à avoir quand vous avez quand même un choc extérieur qui va handicaper votre activité, c'est absolument évident. Vous devez envoyer au reste du monde et à l'Europe le signal que vos promesses d'efforts budgétaires structurels seront tenues. Ça veut dire que tout ce que vous avez inscrit comme effort structurel, vous le faites. Mais qu'effectivement, des éléments conjoncturels qui interviennent peuvent, dans certains cas, faire déraper les objectifs de déficit. Mais si on tient la promesse structurelle, encore faut-il qu'elle soit identifiée, et objectivement, aujourd'hui, elle ne l'est pas, notamment pour 2026. Si vous tenez le structurel, vous pouvez vous permettre de déraper sur le conjoncturel. C'est normalement le principe, effectivement, qu'on avait arrêté avec les Européens, le TSCG, un effort structurel qui permet de déraper sur le conjoncturel, sauf que cette position n'a pas pour l'instant été exprimée par Bercy, n'a pas été exprimée par Matignon, et me donne plutôt l'impression que voilà une bonne occasion de lâcher prise. Voilà, François Bayrou qui évoquait les conséquences pour la France hier. 0,5 c'est beaucoup quand même, parce qu'on n'est pas les plus exposés en Europe. François Ekal, qui inspire Nicolas, est à retrouver en podcast et en replay dans Les Experts sur les plateformes. Vous avez l'habitude d'écouter vos audios. Nicolas, merci beaucoup pour cet éclairage.